Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir dans ce magnifique amphithéâtre d'honneur de l'École des Beaux-Arts de Paris. Alors, je suis tout particulièrement heureuse de vous recevoir ce soir. Merci d'être là. Alors, tout d'abord parce que c'est la première conférence en présentiel de la Chaire Beauté depuis bien longtemps. Ensuite, c'est mon établissement, c'est mon institution de rattachement, les Beaux-Arts, j'y suis tout particulièrement attachée. Et puis les Beaux-Arts, c'est aussi un endroit, on le voit derrière ces murs, où la beauté se fait, la beauté est au présent et est toujours très active et vivante. Donc, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Notamment pour la raison supplémentaire que nous entamons un nouveau cycle de conférences que nous avons intitulé Working Lecture, en référence au Working Paper. Donc c'est une recherche en train de se faire, ce sont des hypothèses, des questionnements qui sont lancés et qui sont discutés en direct avec nos invités, donc sur un mode tout à fait peut-être précaire, vivant, et qui ne veut pas du tout considérer la beauté d'un point de vue rétrospectif, figé, mort, mais au contraire comme quelque chose qui doit se défendre, qui doit toujours se réactualiser. Et donc je remercie tout particulièrement nos trois invités ce soir. Alors, Benoît Roman, qui va lancer, je crois, l'hypothèse de départ. Donc l'idée, c'est de discuter l'élégance des matériaux. Donc Benoît Roman, qui est directeur de recherche CNRS, membre du laboratoire physique et mécanique des milieux hétérogènes de l'ESPCI, rattaché à PSL. Dominique Pesson, qui est artiste plasticienne et chercheuse en art, et ma collègue Guitmi Maldonado, donc professeure d'histoire de l'art aux Beaux-Arts de Paris. Je vais vous laisser la parole pour initier et inaugurer cette expérience polyphonique donc sur la beauté. Merci beaucoup de votre présence. Les physiciens, chimistes, biologistes parlent debout, et les historiens de l'art et les gens des sciences humaines parlent assis, mais on va essayer de faire un peu des deux du coup. Voilà, donc ce qu'on a choisi de faire tous les trois, c'est de parler un petit peu de l'émergence de nos travaux respectifs, mais avec un schéma qui est celui de la ligne rouge, sous la forme des cadavres exquis. C'est-à-dire qu'on a choisi 3 mots, et pour nous, ces 3 mots vont nous permettre de cristalliser un petit peu des formes, voilà, des types de recherches que nous faisons respectivement, de manière à pouvoir vous les présenter, mais en les associant aux réflexions des autres participants à cette conférence. Voilà, donc on va aussi pouvoir, comme vous voyez, il y a des petites choses qui sont sur le bureau, faire soit des petites manips, comme on dit en physique ou chimie, soit des petites performances très simples qui sont aussi des manips en fait, devant vous. Et donc c'est une expérience à laquelle vous allez assister aujourd'hui, une première expérience que je vous propose de commencer dès maintenant avec notre premier mot choisi qui est pli. Et je laisse la parole à Guitmi. Alors c'est moi qui commence effectivement. Et je commence en m'appuyant sur l'endroit où nous sommes, puisqu'il faut quand même en profiter. C'est pas tous les jours qu'on est dans cet amphithéâtre, et en attirant votre attention sur tous les plis qui nous entourent. Alors j'ai fait des gros plans, histoire que vous soyez vraiment immergés dans ces plis. Ces plis qui sont quand même un élément assez frappant de cette grande peinture murale, qu'on regarde d'abord évidemment par ce qu'elle nous raconte, cette remise de prix qui est censée être une émulation pour les élèves qui entrent dans cette auguste école. Donc on y voit les grandes figures de l'art antique, les grandes figures de l'art occidental depuis le Moyen-Âge. On y voit des allégories qui représentent les grands styles. Et tous ces personnages sont tous, comme on le constate, drapés dans des tissus tous plus riches les uns que les autres, avec une magnificence de couleurs, une débauche de textures et de couleurs qui est assez formidable. Donc je voulais juste attirer
votre attention là-dessus, attirer votre attention sur cette ligne, finalement cette bande de plis qui occupe la partie médiane de cette grande peinture. Ces drapés, ils sont là évidemment pour parler de la technique, de l'art pictural, puisque dans ces rendus de texture, dans ces rendus de plis, s'exprime toute la virtuosité du peintre. Il nous raconte aussi des époques différentes, évidemment. Et puis, ils introduisent dans cette grande fresque où les personnages parlent entre eux, mais sont statiques, ils introduisent aussi du mouvement, une énergie, une vitalité qui correspond justement à cette vitalité de l'art qui est représentée ici. On pense, en voyant ces plis, à toutes les études qui ont été faites, évidemment, sur ce motif qui occupe l'histoire de l'art depuis fort longtemps et qui est associé à l'idée d'harmonie. Le drapé, en tous les cas, ce sont des plis harmonieux. Et qui dit harmonie, dit beauté. Donc c'est là que se niche en partie la beauté, et on pense à ces études en particulier de Georges Huberman, qui a consacré au moins 3 ouvrages à la question du drapé, et qui évoque au début de l'un d'entre eux un autre historien de l'art, Abi Warburg, qui a regardé les œuvres de Botticelli, non pas seulement pour les scènes mythologiques qui étaient représentées, non pas seulement pour les figures qui en occupaient le centre, mais pour des éléments qui pouvaient apparaître périphériques et auxquels il a donné une importance centrale, à savoir la fluide configuration des cheveux flottant au vent vers l'interstice de l'air, vers la courbure accueillante du drapé fleuri tendu à la jeune déesse. Et pour voir cela, Warburg a déplacé son regard donc de la Vénus vers ces éléments qui évidemment l'ornent, l'embellissent, l'accompagnent, mais qu'il a regardés pour eux-mêmes. Et pourquoi est-ce qu'il les a regardés et qu'est-ce qu'il en a tiré? C'est toujours ce que dit Georges Huberman. Les personnages de Botticelli sont étrangement impassibles, mais tout s'émeut, se met en mouvement, tout s'anime à la bordure des corps. Et je retiens cette formule, la bordure des corps, qui sans doute se retrouvera dans un certain nombre d'œuvres et de propos qui vont suivre. Donc ce qui m'a intéressée dans le dialogue avec Dominique et avec Benoît, c'est justement ce que peut permettre comme déplacement, comme changement de point de vue, l'échange avec des chercheurs dans d'autres disciplines, des chercheurs qui ont d'autres outils d'analyse et qui, me semble-t-il, peuvent me permettre à moi de regarder autrement les objets sur lesquels j'ai l'habitude de travailler et donc qui permettent d'enrichir ce regard. En préparant cette conférence, j'ai pensé aussi au début de l'ouvrage de Daniel Arras qui s'appelle « On n'y voit rien », puisque finalement, la question qui nous reliait, c'était comment est-ce qu'on regarde et qu'est-ce que ça produit. Donc dans cet ouvrage, Daniel Arras le commence par un texte consacré à Vénus surpris par Vulcain de Tintoret. Et ce texte se présente comme sous la forme d'une lettre qu'il adresse à une de ses collègues, dont on comprend qu'ils sont en discussion et dont on comprend également qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ont des interprétations divergentes. Et Daniel Arras essaye de comprendre d'où viennent ces interprétations divergentes et il écrit à cette collègue « Il t'arrive parfois de regarder la peinture de façon à ne pas voir ce que le peintre et le tableau te montrent. » J'aime beaucoup cette phrase et je trouve qu'elle est pleine de questionnements pour l'historien de l'art, mais pour nous tous, puisqu'elle pose, et c'est ce que dit Daniel Arras, la question des écrans qui existent de fait et sans qu'on les questionne entre nous et ce qu'on regarde. Et il me semblait que l'échange entre nous pouvait permettre de prendre conscience de ces écrans, de ces biais et de les interroger, de les assumer peut-être aussi plus pleinement.
Daniel Arras continue en développant la source de ces différentes interprétations. Je n'ai pas eu besoin de texte pour voir ce qui se passe dans le tableau. On dirait que toi, tu pars des textes, que tu as besoin des textes pour interpréter les tableaux, comme si tu ne faisais confiance ni à ton regard pour voir, ni au tableau pour montrer d'eux-mêmes ce que le peintre pour te montrer d'eux-mêmes ce que le peintre a voulu exprimer. Donc tout ça pour questionner ces biais, ces écrans qui nourrissent évidemment, informent notre regard, mais qui aussi peut-être nous éloignent de ce qu'il y a à voir et de ce que l'on peut voir. Je voulais enchaîner après cette débauche de plis avec cette photographie de Man Ray qui, elle aussi, met en scène toutes sortes de plis, mais dans une configuration très différente, évidemment, sous le titre « Explosante fixe ». Et effectivement, c'est bien de ce double mouvement qu'on a l'impression quand on voit cette photographie, d'une concentration et d'une dispersion, d'un impact et d'une projection. Et peut-être que ces mouvements, on les retrouve dans ce qui finalement a été notre premier point de rencontre avec Benoît, à savoir les affiches lacérées par les affichistes et en particulier Jacques Villeglé. Donc ce travail sur des éléments trouvés dans la rue qui ont été déchirés, recouverts, etc. et dont le texte et les images qui peuvent y figurer sont brouillés par ce travail-là. Peut-être juste une phrase de Villeglé qui parle de sa méthode, qui dit qu'il continue le geste ébauché d'un inconnu et que donc il passe comme ça le relais se passe de l'un à l'autre et ça produit cette idée de lacéré anonyme qui est celle par laquelle il formule la façon dont ses œuvres concentrent des prises de parole différentes et des prises de parole qui s'enchaînent les unes avec les autres, produisant ce brouillage du message qui naît du travail de Hintz et Villeglé sur les vers cannelés qui leur permet de déformer les lettres. Dans le travail des affiches lacérées s'opère un mouvement de dessus-dessous qui constitue une surface tout à fait particulière, une surface feuilletée dont des couches antérieures peuvent ressurgir à la faveur d'un geste, d'un mouvement, ce que François Dufresne amplifie en travaillant, lui, sur les dos d'affiches. Donc lui, il opère un retournement, un renversement, et il travaille à partir du dos des affiches pour retrouver des couches qui, dans la perception commune, se trouvent à l'avant. Ce renversement, il le formule explicitement dans cette œuvre, le mot « tome », puisque ce qu'on lit, c'est effectivement mot, mais ça vient de tome, donc on est dans ce renversement-là. Villeglé dit qu'il cherche, quand il produit ces affiches lacérées, toutes ces choses de la vie qui se chevauchent dans la tête d'un homme qui marche. Et effectivement, il y a ce foisonnement, ce mouvement perpétuel que l'on ressent dans ces affiches. Ce jeu de dessus-dessous, on le retrouve dans tout ce qui relève du tressage, avec en particulier les œuvres de François Rouen, qui part de peinture, qui l'entrelace, qui l'entremêle, pour arriver donc à ces images composites et à ces images qui battent et que l'on voit alternativement, successivement ou mêlées. Ça préside également au travail évidemment de Simon Antaille et j'ai apporté des photographies où on le voit en train de travailler, j'accélère, en train de faire les plis, puis on les voit les plis écrasés ici. L'écrasement c'est quelque chose, l'aplatissement c'est quelque chose dont on va parler. On voit l'avant et l'arrière dans les images de droite. Et puis là, on voit Simon Antaille qui tient une de ses œuvres non dépliées. Et dans un très beau film de Jean-Michel Meurice, on le voit en train de déplier et on le voit presque sortir de la toile, mais je n'ai pas trouvé l'image. Et puis,
dernier pliage dans cette histoire-là, dans ces œuvres que je regarde moi, les œuvres de Michel Parmentier, qui procèdent, comme on le voit ici, en partant d'une forme, alors une forme très simple, hein, un carré, qui est dessiné sur un papier plié, et qui ensuite est peint sur ce papier plié, dessiné sur ce papier plié, et une fois qu'on déplie le papier, eh bien, la forme s'éclate, la forme se distend, et on arrive à ces œuvres-là. Pardon, on ne voit rien, mais bon, c'est... voilà. Et juste pour finir, un petit clin d'œil avec François Dufresne qui propose un cheveu coupé en 4 dans le sens de la longueur. Donc avec ce même système, on imagine de pliage et d'écartement. Voilà. Et donc, qu'est-ce que les physiciens peuvent dire sur les plis? Et en fait, pour moi, ça jouait un grand rôle, les plis. Et quand je pense à plis, je pense à froissement. Et le froissement, la première fois que j'en ai entendu parler, j'étais étudiant en physique. Et dans le journal Vulgarisation de l'école, il y avait un article qui s'appelait Papier froissé par Martine Benhamar et Yves Pommou. Et j'étais un peu choqué, un peu décontenancé par ce titre, parce que pour moi, la physique, c'était la grande aventure qu'on connaît de la mécanique quantique, de la relativité. Donc la relativité qui modifie notre vision du temps et de l'espace, la mécanique quantique qui modifie notre idée de la réalité, et puis l'aventure de découvrir des particules de plus en plus petites, et un monde qui finalement est digne de physique, d'études physiques, qui s'éloigne énormément de notre expérience pratique. Et du coup, je m'étais demandé, mais finalement, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Qu'est-ce que c'est que cet article sur le papier froissé? C'est vraiment intéressant, le papier froissé? Donc, moi, le papier froissé, je le vois tous les jours. Je prends un morceau de papier, je compacte la feuille, je ne suis pas content de ce que j'ai fait, je compacte la feuille, je fais ça, et voilà, c'est du papier froissé. Je le jette parce que ce n'est pas très, très intéressant. Alors, je voulais vous faire remarquer des choses intéressantes. Donc, dans ce papier, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend que si on regarde, si on déplie un morceau de papier froissé, bon, ben, vous avez tous déjà fait ça. Donc, en fait, je voulais faire ça. Je voulais vous montrer que... Est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce papier? Eh ben, qu'il y a des choses, il y a des structures dans ce papier. Et en fait, alors, donc je voulais vous faire remarquer des choses, c'est qu'il y a des lignes, et il y a des points, et il y a des endroits qui ont été complètement détruits, et la plupart, l'immense partie du papier finalement, elle lui est restée intacte, et donc il y a eu une espèce de concentration des forces dans des régions très petites. Et vous savez, si vous manipulez, comme l'a fait Dominique tout à l'heure, du papier très fin, que si vous ne faites pas très délicatement les choses comme il faut, il va se marquer, il va s'endommager de manière irréversible. Et ça, finalement, pour les physiciens, c'est un peu surprenant, parce que en physique, dans la nature, on sait bien que les choses s'équilibrent et que finalement, les quantités ont tendance à s'équilibrer et à se répartir de manière homogène. Je mets un objet chaud, un objet froid, je les mets ensemble, la température va s'égaliser entre les deux, et finalement c'est l'égalité, enfin c'est le principe un peu de la thermodynamique de l'entropie. Donc pourquoi est-ce qu'ici, au contraire, il va y avoir des points focalisés où tout se rencontre finalement? C'est un peu ça qu'a raconté ce papier, enfin cet article je veux dire. D'où ça vient? Alors d'où ça vient? En fait, ce qu'on apprend, c'est que ça vient de la géométrie, de quelque chose de plus profond que la physique. C'est même pas de la physique, c'est la géométrie. Et en fait, on sait bien que si on veut faire un plan de la Terre, eh bien, on est obligé de déformer les continents. Donc c'est ce qu'on voit sur cette image-là. Et ça, c'est M. Gauss qui l'a dit. M. Gauss, c'est le prince des mathématiciens, mais c'est aussi un très grand physicien. Et si vous me dites théorème de Gauss, je suis obligé de vous demander mais lequel, parce qu'il y en a des quantités. Mais celui-là, celui dont je vais parler, il a appelé le théorème égrégium, le théorème qui sort du troupeau, qui n'est pas grégaire, parce que vraiment il est remarquable pour lui. Parmi les théorèmes, c'est celui qui est le plus important pour lui. Et il nous dit que ce n'est pas possible de transformer une surface qui est courbée dans deux directions en une surface qui est plane,
sans étirer les continents. Donc vous savez que ce n'est pas possible, cette Terre, on sait qu'on a étiré le pôle Nord et tout ça. En réalité, il y a des centaines de façons de faire des plans de la Terre. Là, j'en ai pris une petite partie, mais aucune ne fonctionne. Il y a toujours des distorsions. Monsieur Gauss nous dit que si on courbe dans 2 directions, on ne pourra jamais ramener à plat sans faire des étirements. Or, le papier, c'est très facile à courber, mais c'est très difficile à étirer, à changer les distances. Et donc, ce que va faire le papier, si je lui demande de se courber dans 2 directions, il va donc se froisser, il va préférer se courber de manière énorme plutôt que de se courber dans 2 directions. Oui, alors mon raisonnement c'était de dire le papier se froisse parce que je le compacte, mais en réalité je peux le compacter comme ça, et de manière très forte, je peux vraiment réduire le volume énormément, et là je le rouvre, il n'a pas été marqué, voilà. Par contre, si je le courbe dans une direction et que je lui demande de se courber dans l'autre direction, bon, ben c'est là qu'il va se froisser. Donc ça vient de la géométrie, ce n'est pas du tout naturel que le papier se froisse. Et les physiciens, donc ce qu'ils ont intéressé, c'est trouver un petit peu, déterminer la nature de ces points et de ces lignes que j'ai tracées sur le papier. Et ils ont appelé ça un cône développable et des plis singuliers. Et donc ça, pour eux, pour nous, ce sont les atomes ou les particules élémentaires qu'on peut retrouver, qui sont distribuées de manière assez complexe sur cette feuille de papier. C'est amusant, moi en regardant d'autres plis que ceux-ci, j'ai été assez frappé par une certaine époque, donc les primitifs flamands, où j'ai eu l'impression que les graveurs, les peintres, avaient une vision abstraite, un petit peu similaire à celle que nous, on peut, physiciens, voir dans ce papier-là, avec des exagérations et une fascination pour ces espèces d'objets singuliers que sont les zones de rencontre et les lignes. À tel point que ces plis-là ne me paraissent pas tellement réalistes, mais plaisent beaucoup aux physiciens. Alors je voulais vous raconter une expérience que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, et j'espère que ça va marcher, qui va contre l'idée, c'est une manière de plisser le papier un petit peu différente. Donc là, vous avez un cône en papier. On voit ? Ouais ? Ok, donc si je fais l'expérience très rapidement, est-ce que vous voyez ? Bon, c'est froissé, mais en réalité, c'est froissé de manière régulière. Donc en fait, froissé ne veut pas dire désordonné. Là, on a une espèce de cristal de structure froissée où elles sont très bien alignées. Alors ça, c'est une architecte qui s'appelle Biruta Kressling qui a inventé cette façon de faire qu'elle appelle instant origami. C'est bon ? À toi, Dominique. J'enlève ça. Donc, moi, j'étais physicienne avant d'être artiste, à l'USPCI, au même endroit en fait que Benoît. Et du coup, j'ai gardé cette fascination que Benoît vous a très bien présentée sur ces choses de la physique qui se mêlent aux mathématiques, etc. Donc là, je ne vais pas beaucoup parler, mais juste vous faire participer à 2 petites expériences. La première, c'est celle-ci. On vous a distribué un petit papier à l'entrée, je crois. Et vous voyez que ce que ça représente ressemble beaucoup à cette peinture, en fait, qui est une peinture de Henri Michaud, à l'encre, sans titre, et pas tout à fait quand même, puisque vous voyez qu'au centre, il y a un petit peu plus d'espace, mais enfin, ça ressemble quand même vraiment beaucoup. Vous avez aussi sur votre petit papier des traits qui sont indiqués de part et d'autre, des traits fins, longs et courts, et puis un petit point. Donc, j'ai choisi de ne pas vous révéler tout de suite quel est le secret qui s'est caché au sein de ce petit papier. Je vous le dirai quand même avant que vous partiez d'ici, quand on aura fait le tour de nos 3 mots, juste pour laisser un petit peu de mystère et de suspense encore un peu autour de ce mystère. J'imagine que vous avez déjà un petit peu l'idée de ce qu'il faut faire pour utiliser ce code qui a été marqué de chaque côté, de part et d'autre de l'image. Donc pour ceux qui ont envie de commencer à expérimenter un petit peu
Voilà, vous pouvez le faire, sinon en rentrant chez vous. Je vous montrerai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. C'est une expérience à faire, oui. Alors, sinon, je passe du coup à une deuxième expérience. Je vais demander à Benoît s'il peut le filmer aussi. Et ça serait cool que là, je puisse utiliser l'autre micro. Voilà mon papier. Oui, je viens de filmer le tienne. Donc, en fait, ça, c'est un papier très fin. Et tout ça a une petite histoire qui commence avec un grand chercheur en physique qui s'appelle Benoît Roman et qui s'est retrouvé un jour, comme vous sans doute, chez Ikea, dans la grande réserve, là où on vient récupérer nos meubles. Il va falloir qu'on monte après chez nous, là. Et donc avec des grandes plaques, ça devait être une armoire, je ne sais pas ce que tu avais acheté ce jour-là. Entre deux plaques, ouais. Deux plaques. Il a vu qu'il y avait un papier de soie qui était plié d'une manière qui était assez harmonieuse, comme tu disais tout à l'heure, et donc assez belle. Et il m'a envoyé la photo. Je l'ai trouvé très beau, le pli, hein, j'entends. Et donc j'ai décidé de m'inspirer en fait de ce qu'il m'avait montré du réel pour voir si on pouvait arriver à créer des plis de cet ordre. Donc en fait, je me suis rappelé que c'était pris entre deux plaques et j'ai essayé de créer quelque chose. Et alors, en lien avec ce que vient de dire Benoît, en fait, si on s'arrange pour faire un pli qui va faire que le papier... attends, on voit ce que je fais, ouais. Voilà, donc je fais un pli à la base du papier, comme ça. Tac. Je mets une petite attache pour que ça tienne. Voilà. Ce qui fait que mon papier maintenant est sorti de sa planéité. Il n'est plus à 2 dimensions, il est passé dans la 3e dimension. Donc on va passer à la sculpture. Et si maintenant on prend un plexi transparent et qu'on le place par-dessus, on va voir apparaître, je ne sais pas si on le voit bien là, pour le voir mieux peut-être on va mettre une lumière rasante, voilà. Si tu pouvais le filmer par au-dessus. Il faut que tu viennes par là, parce que j'ai le fil. Voilà. Ah, mais là, il y a un reflet très moche. En fait, on a une très grande diversité de plis, et vous voyez que ces plis, finalement, évoluent en fonction de la pression que j'exerce sur le papier de soie. Et finalement, a quand même une origine sur cette structure ici. Donc j'ai fait toute une petite série comme ça de plis que j'ai appelés points singuliers en référence à René Thom, qui est un mathématicien qui a beaucoup travaillé sur les plis et les singularités. Et vous voyez en fait qu'il y a aussi toute une variation de taille de plis, c'est-à-dire que je ne sais pas si on voit très bien à l'image ici, mais si vous venez voir tout à l'heure, il y a des gros plis et à l'intérieur des plis, il y a de minuscules tout petits plis qui ensuite resteront marqués sur le papier. Et donc tout un réseau comme ça, extrêmement complexe et qui va créer finalement effectivement une singularité qui fait que ce papier de soie qui au départ était identique à tous les autres papiers de soie, eh bien, va devenir un individu. Et d'ailleurs, ces plis ressemblent énormément aux empreintes digitales qu'on a sur les doigts. Et donc vont créer vraiment l'identité de cette structure particulière qui a été réinitialisée à partir de ce pli de départ. Donc à partir de ce principe qui dit qu'on peut, à partir d'un pli très simple, unique, engendrer une extrême complexité de plis et d'une morphologie complexe. Et ce qui nous a intéressés tous les trois pour continuer en fait nos échanges, c'est justement comment est-ce qu'on peut, lorsqu'on a une grande complexité, trouver la structure qui a engendré cette complexité et qui va permettre de décrire l'entièreté de cette complexité de manière la plus simple qui soit, de manière formulée. Ici,
pour avoir cet ensemble de plis, il y a un seul pli simple et un écrasement. Donc je obtiens le terme de parcimonie et je le repropose à nouveau à Gitmi qui va prendre la parole. Alors je prends la balle au bout. Et je continue alors avec la parcimonie, avec le papier, parce que finalement on a beaucoup vu de feuilles froissées, pliées depuis le début. Et le papier, effectivement, c'est une surface qui a cette particularité d'être à la fois ultra fine et de pouvoir devenir un volume comme on l'a vu, et de pouvoir être froissé, écrasé. Donc c'est un matériau et une surface tout à fait passionnante. Et dans les plis que Dominique tu as fait, évidemment on est tenté de chercher des formes, de chercher un paysage dans le papier que tu as froissé puis déplié, Benoît. On peut voir un relief se dessiner. Donc c'est un terrain pour l'imagination, un terrain presque infini. Alors j'ai choisi quelques artistes qui travaillent avec par exemple le papier, mais en tous les cas dans une économie de gestes qui peut se comparer à ce qu'on a vu là, et qui à partir de cette économie de gestes produisent peut-être des mondes, ou en tous les cas mettent en branle l'univers autour d'eux. Alors par exemple, ce duo d'artistes Maricool, Fabio Balducci, qui s'exprime sur le mode de la performance, avec des matériaux empruntés à l'espace de bureau en général, donc aux activités tout à fait quotidiennes et familières, et avec quelques décalages, avec une concentration aussi, une attention à ces matériaux et aux gestes que Maricool exécute. Ils arrivent à les faire sortir de ce registre-là et à les faire entrer dans un domaine qui est celui de l'imaginaire, de la poésie et de la réflexion aussi justement sur ce monde du travail, du secteur tertiaire, entre autres, d'où ils viennent. Alors là, vous voyez une performance avec 4 feuilles A4 simplement, qu'il s'agit à la fois de tenir ensemble et de tenir ensemble et de faire glisser les unes contre les autres, et en les faisant glisser les unes contre les autres, elles montent, et là aussi donc elles forment un relief, un pic, alors cette fois sans se plier, mais en utilisant la résistance et les différentes forces qui sont là en jeu. Donc vous voyez ici une autre de ces actions, où là ce sont des feuilles qui se recourbent sous l'effet de l'humidité, sous l'effet de toutes sortes de facteurs, et qu'il s'agit de lisser, d'étaler. On voit la délicatesse des gestes de Maricool. Ici, ce sont des piles de Kleenex. Alors, des Kleenex évidemment pliés, qui, en étant pliés, occupent un certain volume, un certain espace, qui sont empilés, donc qui deviennent un volume relativement plus important. En s'appuyant dessus, on les écrase, et puis en enlevant les mains, en enlevant le poids, ils reprennent leur volume initial, comme s'ils respiraient finalement. Et c'est là évidemment où la poésie arrive, à partir de à la fois de ces objets absolument banals et puis de ces gestes très, très simples aussi, on le voit. Alors je me suis intéressée à ces gestes donc, qui sont dans la retenue, dans l'économie, et qui, à partir de là, arrivent à produire, à mettre en branle l'imaginaire et à questionner le monde qui nous entoure. Alors au registre des artistes qui procèdent de cette façon-là, il y a Robert Filiou aussi, avec ce principe d'équivalence. Alors pardon pour la photographie qui n'est pas forcément très, très lisible, mais bon, ça c'est une œuvre qui est assez emblématique de la pensée de Filiou, qui part d'un module élémentaire qui est une chaussette, une petite chaussette, qu'il décline en 3 modalités: bien fait, mal fait, pas fait, et ainsi de suite. Donc ensuite il prend ces 3 éléments et il les rejoue
en bien fait, mal fait, pas fait. Et donc en multipliant ces opérations, il arrive à une installation qui peut prendre une salle entière et dont on comprend bien qu'elle peut se prolonger indéfiniment, puisque c'est juste de la pensée qui se met en branle, qui s'enchaîne, qui enchaîne les opérations à partir d'éléments très, très simples et donc aussi des éléments un peu humoristiques, puisque bien sûr, à partir d'une petite chaussette comme ça désamorce tout le côté démiurgique, l'autorité de l'artiste, puisqu'il manipule des objets absolument insignifiants. Il fait quelque chose de similaire avec ces dés, alors ces dés qui sont tous marqués d'un 1 sur chacune de leurs faces, donc évidemment ce sont des dés absolument pipés, mais qui permettent d'interroger justement l'unité, la multitude, l'individu et la foule, et de repenser les rapports entre ces deux pôles, et d'inviter donc à penser une multitude ou une multitude unique. Peut-être à vous de jouer sur les mots. Alors Benoît, tu parlais des papiers. Alors ça, pardon, c'est un papier déchiré. Donc ça, c'est les gestes minimaux aussi, produits par Jean Arp. Jean Arp qui cherchait lui aussi des formes simples, des formes élémentaires et des gestes qui le mettaient au contact à la fois de son intériorité, de son inconscient, et puis peut-être de mouvements qui existent dans le monde autour de lui. Il se considérait comme une sorte de canal par lequel ces puissances, ces forces se manifestaient, donc soit dans des papiers déchirés, soit dans des papiers froissés. Les papiers déchirés sont suivis par des papiers froissés, et justement là on voit que à partir du froissement du papier, l'interprétation produit ces formes simples qui viennent souligner, qui viennent habiter ces régions dont tu parlais, et qui viennent les mettre en évidence. Parmi ceux qui froissent, il y a aussi Parino, alors lui qui s'attaque non pas à du papier mais à de la toile, donc c'est beaucoup plus, c'est un autre geste, c'est un geste qui demande plus de tension, plus d'énergie, des toiles monochromes, noires, avec une référence évidemment à l'histoire de l'art. Mais ces monochromes donc, qui pourraient dans un premier temps représenter une surface uniforme et homogène, et bien par le simple fait de les faire glisser comme ça, de les tirer et de les froisser, et bien ça devient tout autre chose. Et là aussi, ça devient des paysages. C'est non seulement une image peut-être de la destruction, d'une forme de destruction, mais ça devient aussi un paysage, ça prend du volume, ça se creuse aussi, il y a un effet comme ça d'attraction dans tous ces plis sombres qui rend cette surface encore plus présente évidemment, mais aussi la transforme en espace. Et c'est ça qui me semble intéressant ici, c'est que à partir de quelque chose de très simple et d'en apparence peut-être vide, on arrive à quelque chose qui est animé de mouvement, qui est vivant et qui produit un espace qui est donc à la fois très peu épais, mais qui produit une impression de relief assez importante. Et ça, c'est toute une histoire de la peinture dans le prolongement, entre autres, de Mondrian avec son travail sur les grilles qui se superposent, qui s'entrelacent et qui arrivent à produire ce battement de l'image, tout ce qu'un historien de l'art qui s'appelle Jean Clay a appelé l'histoire de la profondeur plate, donc toutes ces surfaces qui sont dans le plan du tableau, mais qui arrivent à produire du relief et du volume. Et puis au registre de ces gestes, alors je reviens à la déchirure avec des œuvres d'une artiste qui est sortie des Beaux-Arts il y a déjà pas mal de temps, mais
voilà, qui est quand même attachée et qui, elle aussi, travaille avec le papier, alors avec un système un peu particulier. Elle utilise des agrafes. Donc ce que vous voyez là, c'est au mur, donc c'est vraiment, elle utilise le mur. Elle part de papier qu'elle a coloré au préalable et qu'elle agrafe sur le mur et immédiatement après, elle les déchire en ne gardant donc que ce que l'agrafe a fixé au mur. Et alors là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que sans dessin préalable, sans volonté de faire image, on arrive assez souvent, alors là mon exemple n'est peut-être pas très parlant, mais on arrive assez souvent à des paysages, on arrive en tous les cas à ces impressions-là à partir de fragments, à partir de bouts, de lambeaux aussi. Elle produit également des œuvres comme ça qui sont mobiles, qui changent. Ce sont là aussi des morceaux de papier déchirés mais qui ne sont pas collés. Et donc on peut les faire bouger les uns par rapport aux autres et arriver à des configurations sans cesse changeantes, sans cesse différentes. Donc ce sont des tableaux vivants qui, dans cet intervalle très, très étroit de cette superposition de morceaux de papier, produisent là aussi à la fois un début de volume et un espace qui se modifie à volonté. Voilà. Eh bien, pour moi, le mot... oui, je vais parler comme ça. Donc le mot parcimonie, ça me fait penser à deux choses, et j'avais envie de vous parler de deux choses donc maintenant. Le premier, c'était dans le domaine de l'ingénieur. Finalement, en parcimonie, ça veut dire qu'on va mettre juste ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Et ça, ça parle beaucoup aux ingénieurs, parce qu'ils vont minimiser le matériau. Et donc, je voulais vous raconter l'histoire de la Tour Eiffel que vous ne connaissez peut-être pas, ou si vous la connaissez, je serai rapide. Et moi, j'ai découvert, donc la Tour Eiffel, c'est le symbole de Paris, d'ailleurs c'est le logo, on reconnaît tout de suite la Tour Eiffel, même si on fait 3 traits. Et pourtant, cette forme, elle est quand même spéciale, elle est très particulière. Et d'où est-ce que ça vient? Elle ne vient pas d'un caprice pour inventer une forme unique. En fait, Eiffel, il voulait construire une tour très haute pour marquer l'imagination. Mais donc avant ça, il y avait l'objet le plus haut construit, c'était le monument de Washington, qui est un poteau. Et il voulait construire quelque chose qui était 2 fois plus haut. Et si vous regardez les autres projets qui avaient la même ambition, parce que c'était un rêve d'aller à 1000 pieds, eh bien, c'est tous des poteaux. Et en fait, le poteau, ça a du sens, parce que quand on veut construire quelque chose qui résiste au poids, le mieux, c'est d'empiler des choses les unes sur les autres. Et voilà. Mais seulement, si on fait un poteau en maçonnerie, ça devient extrêmement lourd, et cet obélisque-là, il a énormément de problèmes à être construit. Donc l'idée d'Eiffel et d'autres, c'était de changer de matériau et d'ouvrir la hauteur grâce à un nouveau matériau, c'était le fer. Et voilà. Mais ce qu'a remarqué Eiffel, c'est qu'à grande hauteur, l'ennemi, c'est plus le poids, l'ennemi, c'est le vent, parce que le vent va pousser latéralement sur notre poteau. Et si vous aviez à choisir la meilleure façon de construire un poteau qui résiste à une force latérale, vous ne feriez pas un poteau comme ça, vous feriez plutôt une équerre. Et l'équerre, elle va résister bien mieux, on le sent, en fait, parce que la force est transmise en compression et en traction, alors que là, c'était juste de la flexion, et on sait que c'est très facile à fléchir les objets, et c'est très difficile à les étirer. Donc l'idée, c'est de faire des équerres. Quand on a une force qui s'applique en haut, le problème d'Eiffel, c'est que la force, c'était le vent, c'était tout le long, et donc la solution, c'est de faire des équerres sur des équerres sur des équerres, et c'est comme ça qu'est venue l'idée de la Tour Eiffel. La forme de la Tour Eiffel, ce n'est pas une forme particulière, c'est une forme universelle qui est celle qui minimise, qui maximise la résistance au vent. Il y a une forme complètement optimisée et ça m'a frappé de voir que cette Tour Eiffel que je connais, pour moi, c'est un symbole de Paris. En réalité, ça devrait être la forme de toutes les grandes tours qui servent à rien. Toutes les tours qui servent à rien devraient avoir cette forme-là. Alors évidemment, maintenant les tours, on met des gens dedans, donc c'est pas tellement intéressant d'avoir cette forme-là. Et du coup, c'est resté. Donc, lui, il avait breveté en pensant que ça allait se reproduire un peu partout. Et peut-être aussi, c'est ce qui fait qu'elle a une certaine élégance, cette tour, parce qu'elle a l'élégance d'une solution qui est universelle et minimale ou optimale ou mathématiquement parfaite. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle dure dans le temps, parce que
Elle pourrait être un espèce de marqué à la révolution industrielle, mais en réalité, elle dépasse ça parce qu'en fait, je pense elle a cette espèce d'élégance, de parcimonie dans la solution. Donc ça, parcimonie, ça parle aux ingénieurs. Voilà. Il y avait une autre notion de parcimonie que je voulais vous présenter. Et c'est une petite expérience qu'on a faite il y a quelques temps. Donc, je vais simplement déchirer le plastique en essayant de voir qu'on voit quelque chose. Où suis-je? Voilà. Non. Où est mon doigt là? Je suis à l'envers du truc. Voilà, ok. Donc je vais simplement déchirer un morceau de plastique qui est du plastique très résistant. C'est le plastique qu'on utilise pour les enveloppes qu'on envoie très loin. Bon, alors ça se déchire, impeccable. Mais en fait, si vous regardez sur le côté, il y a une forme assez particulière des plis. On va prendre la photo aussi, là, tac. Pof. Et je voulais vous faire remarquer certaines choses. Ben, en fait, c'est qu'effectivement, il y a des plis qu'on peut voir, bon, une grande longueur d'onde comme ça. Et vous avez aussi des plis plus petits, comme ça. Et à l'intérieur de ces plis, si on zoome, il y a des petites ondulations. Donc des ondulations dans les ondulations dans les ondulations, c'est assez surprenant cette complexité. Et pourtant, la seule chose qui s'est passée, c'est que j'ai déchiré de manière très simple. Et en fait, quand j'ai déchiré, ce matériau-là est très résistant, et donc avant de se casser, il va s'étirer et rester de façon permanente étiré. Et donc finalement, cet objet-là, c'est un objet qui est devenu beaucoup plus long au bord qu'à l'intérieur, puisque près du bord, il a été étiré beaucoup. À l'intérieur du plastique, c'était loin de la fissure, il ne s'est rien passé. Et donc effectivement, on comprend que quelque chose qui est trop long à un endroit par rapport à l'autre, il va falloir faire des plis pour que tout le monde tienne ensemble. Mais quand je dis ça, je n'explique pas pourquoi est-ce qu'il y a des plis dans les plis dans les plis. Je vous ai dit juste qu'il y a une nécessité d'avoir des plis. Et en réalité, la réponse à cette question n'est pas encore complètement claire, c'est assez difficile. Mais ce qui est clair, c'est que s'il y a quelque chose qui est plus long à un endroit qu'à un autre, ça va faire des plis. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi dans la nature. Et voilà plusieurs exemples de formes très plissées dans lesquelles on pourrait se dire cette forme est extrêmement complexe, elle a dû être extrêmement complexe à fabriquer. Ben, la réponse, ça pourrait être juste de dire que cet objet, en fait ça c'est une limace de mer, mais ça ressemble à de la salade. Cet objet, quand il a grandi un peu plus vite au bord qu'à l'intérieur, et à la fin, la forme complexe est sortie d'un problème de physique, et pas tellement d'un problème de sculpture, petit à petit, extrêmement complexe, avec énormément d'informations pour avoir une forme complexe. Donc ça, c'est un peu aussi une manière parcimonieuse de créer des formes. Et cette feuille de betterave, oui, ça c'est une feuille de betterave qui ressemble beaucoup à ce plastique, nous montre qu'il y a vraiment des similarités. Ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, en y repensant, on est entouré autour de nous plutôt d'objets, de feuilles ou de fleurs qui ont des pétales plats. Et s'ils ont des pétales plats, ça veut dire que lors de leur croissance, qui est énorme, il y a dû avoir une croissance qui doit être exactement la même partout, parce que s'il y a un petit défaut, ça va faire des plis, des plissements, des choses comme ça. Donc finalement, ces formes complexes, extrêmement belles, c'est facile à faire. Ce qui est difficile à faire, c'est de faire des formes contrôlées, plates, et c'est intéressant de voir les choses sous cet angle-là. Oui, et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans cette citation de Herbert Simon, qui était cognitiviste et économiste, je crois, au sujet de la complexité. Alors, la complexité, ça a quand même une définition particulière en physique, qui n'est pas forcément celle du sens commun, qui est un système complexe en fait en physique. C'est un système dans lequel on a beaucoup d'éléments qui vont interagir les uns avec les autres, ce qui fait que du coup, on ne peut plus prédire le comportement de l'ensemble du système. Plusieurs, ça peut démarrer déjà à trois. Déjà trois éléments qui interagissent les uns avec les autres, ça fait un système complexe. Et donc la particularité des systèmes complexes, c'est que quand même il y a des lois qui les décrivent d'une certaine manière, de manière statistique. Donc il y a quand même des choses qu'on peut dégager de cette complexité. Et quelquefois, c'est ce que tu as montré, ça peut être quelque chose de très simple qui permet de comprendre la formation d'un système complexe.
Donc Karl Popper, le philosophe des sciences, disait que la parcimonie consiste à expliquer beaucoup à partir de peu pour faire émerger la structure à partir par exemple de distributions simples. Alors ce qui m'intéresse moi dans la parcimonie maintenant, c'est parce que je me suis beaucoup posé la question de la différence entre la créativité en art et en sciences, puisque j'avais pu un peu explorer les deux faces. On dit toujours que c'est vraiment la même chose, il y a la même curiosité d'esprit, il y a des découvertes, de la recherche, ce qui est tout à fait vrai. Mais il y a aussi des choses qui sont assez essentiellement différentes, et je crois que justement le terme de parcimonie permet bien de tracer une ligne entre ce qui est différent sur la créativité en sciences et en art. Et je dirais que c'est parce que, en fait, en sciences, on va chercher justement à trouver, à tendre vers la parcimonie, c'est-à-dire trouver cette structure qui va permettre de décrire l'ensemble du système de la manière la plus universelle possible. Alors qu'en art, on peut tout à fait aborder la complexité, c'est-à-dire peut-être s'intéresser non pas à l'universalité du système, mais plutôt au contraire à son idiosyncrasie. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qui fait que ce système est particulièrement différent des autres, plutôt que d'essayer de trouver l'universalité d'une réponse d'un système suite à des forces auxquelles elles sont soumises. Et donc, l'artiste va vraiment avoir une démarche qui va être basée justement sur son individualité, plutôt que sur un effort collectif de tous les chercheurs qui vont essayer d'aboutir à un résultat commun et universel. Il n'y aura pas une seule réponse produite par un artiste, un chercheur, il y aura toute une multiplicité de réponses complètement diverses et toutes aussi importantes les unes que les autres. C'est l'ensemble de toute cette diversité qui constitue la production artistique qui est intéressante. Justement avec plein de manières de faire complètement différentes, alors que scientifiquement, il faut pouvoir prouver des choses et on tend vers une réponse juste, alors qu'en art, il n'y a pas de réponse juste, il y a des réponses, une multiplicité de réponses, et c'est ça peut-être qui nous permet d'atteindre la complexité en art, c'est en recréant plusieurs complexités. Et puis aussi, bien sûr, un point très différent, c'est qu'en sciences, du coup, il faut s'affranchir des affects pour pouvoir accéder à ce qui est l'essence même des choses, alors qu'au contraire, les arts vont essayer de nous faire ressentir des choses, ou bien rien ressentir justement, mais pour produire quelque chose en nous, de cognitif, et en tout cas nous permettre de travailler sur les émotions et peut-être de socialiser aussi ces émotions et ces sensations au sein de la société. Et d'ailleurs, les artistes, quand ils vont créer une complexité, pour nous faire ressentir cette complexité, vont le faire en créant un hors-monde. C'est-à-dire que les scientifiques veulent essayer de décrire le monde. L'artiste s'intéresse plutôt à un hors-monde, puisque j'aime bien cette citation d'André Malraux, l'artiste n'est pas le transcripteur du monde, il en est le rival. Et l'art ne renonce pas au réel, ça c'est une citation de Daniel Sibony, mais il s'attaque au réel du fantasme de toutes nos réalités internes qui habituellement passent inaperçues. Donc c'est une manière effectivement d'atteindre un réel, c'est-à-dire une complexité de ce réel qui peut-être ne parlera qu'à une personne ou à un petit groupe de personnes, plutôt que pouvoir parler à tout le monde. Mais par contre, cette personne à qui elle va parler, cette personne ressentira une complexité peut-être très riche et très intense. Donc finalement, les artistes sont vraiment dans l'artifice, c'est-à-dire qu'ils vont créer une fiction du monde, un jeu de transformation aussi pour pouvoir y parvenir, avec des mises en relation qui peuvent être très complexes entre le réel et les néo-réalités qu'ils vont générer, au moyen d'analogies, d'homologies, d'anamorphoses, de correspondances structurales, qui vont justement d'autant plus nous émouvoir qu'elles ne sont pas la réalité exactement, mais des à côté de la réalité qui nous font ressentir cette réalité, donc avec un plaisir à la fois cognitif et émotionnel en fait. Voilà, et donc l'art finalement va créer un méta-récit. Plutôt que d'avoir un impératif comme ça de la méthode scientifique, il va y avoir une exploration individuelle
avec des réponses multiples qui peut-être ne seront pas orthodoxes, mais qui vont permettre finalement de créer de nouvelles connexions intellectuelles en nous, des perspectives techniques aussi, pourquoi pas, de nouveaux cadres cognitifs, du jeu, du divertissement, ou aussi de la tristesse, mais pour pouvoir mieux saisir aussi la part humaine finalement du monde que nous percevons. Il y a aussi une recherche de remise en cause des artistes, et j'en reparlerai un petit peu plus tard aussi, avec peut-être la déconstruction de tout ce qui sont les récits un peu institutionnalisés de notre société. Déconstruire par exemple même, pourquoi pas, le récit scientifique avec cette obligation d'avoir une méthode, des paradigmes scientifiques dominants, peut-être s'introduire dans les sciences de manière différente pour pouvoir justement après avoir un regard critique et méta sur ces sciences, plutôt que de les prendre comme étant celles qui nous sont présentées par les scientifiques ou même par des médiateurs. Avoir une déconstruction du récit des structures culturelles aussi, ou socio-économiques. Parfois certains se sont opposés à ce qu'ils ont ressenti comme l'arrogance de la science, ce qui n'est pas du tout ce qu'on ressent ici avec Benoît bien sûr, mais qui peut être présente, ou bien aussi re-questionner la notion de progrès, qu'est-ce qu'on entend par le progrès ou d'objectivité. Alors je vais juste terminer sur un récit justement, le récit d'une œuvre qui pour moi est vraiment forte et qui peut-être est assez simple, mais qui dit justement énormément de la complexité de ce que représente l'art pour moi. C'est une œuvre de Buren. Je vous la raconte et je dois vous dire qu'en fait, je ne sais pas plus précisément en quelle année elle a été produite. Je l'ai entendue raconter. Et je l'aime tellement que je vous la raconte aujourd'hui. En fait, il s'agit d'une œuvre qu'il a produite au Centre Pompidou. C'était une exposition collective, donc il y avait plusieurs artistes qui présentaient leur travail, et donc il y avait un vaste espace qui était sous-divisé avec des cloisons, de manière à ce que chaque artiste puisse avoir un petit espace individuel. Et lorsque le public arrivait dans l'espace qui était réservé à Daniel Buren, il voyait un escabeau. La plupart, en fait, juste quittaient l'espace en trouvant que c'était peut-être pas hyper intéressant comme œuvre. Mais certains du public avaient l'idée et l'audace de monter sur cet escabeau. Et alors, ceux qui arrivaient à monter jusqu'en haut de l'escabeau pouvaient voir au-dessus des cloisons. Et c'est là que Daniel Buren, sur finalement la tranche de toutes ces cloisons qui remplissaient tout l'espace, avait tracé ces lignes qui sont sa signature, ces bandes qui sont sa signature. Et donc, en fait, il avait complètement, comment dire, réutilisé l'espace, c'était réapproprier l'entièreté de l'espace. Daniel Buren est un artiste qui travaille in situ, c'est-à-dire qu'il crée toujours une œuvre en fonction du lieu dans lequel il est. Et là, finalement, le public qui avait la curiosité, et pour moi c'est ça qui marque en fait l'art, c'est qu'il avait découvert le public qui montait découvrait quelque chose d'extraordinaire. Il se sentait un peu supérieur à lui-même d'une certaine manière, grâce à cette audace qui lui avait permis aussi de franchir les lignes. Normalement, on ne monte pas dans les escabeaux dans un lieu d'exposition, donc il faut aussi être capable de prendre un peu ses distances par rapport à ce que l'on doit faire ou pas, et accéder comme ça à vraiment une sorte de révélation un peu assez magnifique, comme quand on arrive en haut d'une montagne et qu'on voit se déployer l'ensemble d'un paysage, avec toute l'intelligence comme ça de l'artiste qui parle directement à la personne qui est montée sur l'escabeau. Ce qui me permet du coup de passer peut-être au mot suivant, le regard, ce qui nous conduit à voir ce qui est caché dans le réel, changer le regard sur ce qui nous entoure, donc le regard. Le point commun des œuvres que j'avais sélectionnées là, c'est justement que ce sont des œuvres qui sont des dispositifs qui, par un déplacement parfois minime, amènent à regarder
autrement, attire l'attention peut-être sur ces bords dont on a beaucoup parlé et où se produisent des choses passionnantes, à la fois dans les déchirures, c'est là où la matière, ces fibres apparaissent, dans les déchirures qu'a montré Benoît, c'est la complexité d'une structure qui peut se développer. Donc il me semblait qu'il y avait beaucoup d'œuvres qui proposaient ce type de déplacement et cette façon d'attirer l'attention sur ce qu'on ne regarde peut-être pas au premier abord et de cette façon-là transformer les choses. Alors peut-être juste Yoko Ono avec ce qui reste, et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est ce à quoi on a accès une fois que la performance ou l'action a eu lieu. Donc ça, c'est ce qui reste d'une série de performances qu'elle a réalisées dans son appartement, d'abord à New York, et puis ensuite dans différentes expositions, qui part d'un texte qui décrit différentes opérations pour mettre en branle cet espace anodin d'une chambre ou d'une galerie et pour le faire percevoir tout autrement. On y voit la couleur bleue qui apparaît, l'espace est mis en relation avec le mouvement de la Terre, avec le ciel, et donc c'est tout le cosmos finalement qui arrive dans cet espace-là. Et ce qu'il en reste, c'est un escabeau avec une... Ah ben il n'y a pas le... non, pardon, ça c'était le texte justement. Ce qu'il en reste, donc c'est l'escabeau avec la loupe. Là, on voit Yoko Ono qui fait ce mouvement auquel elle nous invite. Donc, monter sur l'escabeau, prendre la loupe, regarder au plafond, et au plafond est écrit Yes. Donc un accord, un assentiment, une victoire aussi, et puis plein de questions qui arrivent évidemment avec. Et puis pour aller très vite, puisque je savais qu'on allait voir des expériences montrées en direct, je voulais terminer avec cette œuvre de Bill Viola qui me semble assez passionnante du point de vue du regard, où un goutte à goutte est filmé en gros plan et diffusé dans l'espace d'exposition, et le film, enfin la diffusion agrandie, montre que dans la goutte évidemment se reflète tout l'espace autour, et donc la goutte devient un instrument d'optique pour voir ce qu'il y a autour. Et il me semblait que là, dans ce petit élément infime auquel on ne prête pas attention, voir apparaître tout l'espace renversé en plus, c'était une belle métaphore de cette façon qu'ont les artistes et les œuvres d'attirer l'attention sur des zones un peu limites et qui permettent de voir autrement. Voilà, pour aller très vite. Alors sur le regard, je voulais vous montrer une petite expérience très rapide qui nous a occupé pendant un petit moment. Alors voilà, donc je vais faire comme ça, hop. C'est simplement une expérience de déchirure, et on part de deux fissures qu'on crée. Et si je tire sur la languette, vous voyez que la déchirure se termine en pointe. Ça, si c'était un emballage de cadeau ou un emballage de gâteau, c'est dommage, on aimerait que ça parte vers l'extérieur, donc on pourrait essayer de truquer le système en faisant partir vers l'extérieur. Là, je donne deux encoches qui sont bien orientées au début, elles sont divergentes. Et quand je fais expérience, hop, tout de suite, ça repart vers l'intérieur. Donc c'est frustrant, mais en réalité, c'est la même forme, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc nous, on a passé du temps à essayer de l'expliquer. Et je ne vous raconterai pas, mais après on s'est rendu compte qu'elle était un peu partout. On peut la voir à très grande échelle dans des accidents d'avion. Ça, c'est sur des feuilles de graphène. Le graphène, c'est une épaisseur atomique. On voit aussi ces formes pointues. Quand on essaye de décrocher un morceau de scotch, vous avez tous fait ces expériences. Si on n'attrape pas tout, ça se termine en pointe. Et ou quand on pèle des légumes, des fruits. Donc on sait pourquoi.
Et ensuite, j'ai commencé à les voir un peu partout et je suis devenu un grand admirateur de Jacques Villègle, dont on a parlé tout à l'heure. Et vraiment, j'adore son travail, dans lequel je vois toutes ces formes pointues et qui sont effectivement comme des motifs qui se répètent. Donc, quand on a publié notre article, je lui ai demandé la possibilité d'utiliser une de ses œuvres. Et du coup, ça m'a permis de l'interviewer. Je lui ai demandé s'il avait remarqué ces formes pointues. Il m'a dit, mais évidemment. Et que même il pensait que c'était trop, peut-être pas assez riche comme vocabulaire artistique pour être intéressant longtemps, mais en réalité avec les différentes épaisseurs et puis l'évolution des affiches, etc. Il y a beaucoup de choses. Et en fait, je pense que c'est intéressant parce que on voit le mouvement, parce qu'évidemment, quand on sait lire, on voit le mouvement. Il y a du désordre parce que ce sont des passants qui arrachent dans tous les sens. Mais il y a aussi une lecture possible. On voit l'ordre. L'ordre, c'est ces pointes qui nous disent quel a été le mouvement. Cet équilibre entre ordre et désordre, c'est intéressant. Et voilà, donc depuis que j'ai découvert son œuvre, je vois les affiches déchirées avec un œil différent. Et donc ça a changé le regard. Mais ça m'a aussi, le travail qu'on a fait m'avait déjà aussi fait changer de regard. Donc c'est une rencontre, on les approche, que je trouve particulièrement intéressante dans les travaux que je trouve les plus intéressants de physique. C'est quand on se rend compte que des phénomènes qu'on a autour de nous, on ne les voyait pas, et d'un seul coup, oui, en fait, c'est pas si évident, il y a quelque chose à voir. Et donc, le changement de regard, pour moi, c'est un grand plaisir de la recherche en physique quand elle va loin. Voilà, et là, c'est amusant, en venant en vélo, il y a cette phrase qui est écrite sur la rue Watt dans le 13e. Donc c'est Jacques Villègle qui reprend cette citation d'Alain Poe. Être étonné, c'est un bonheur, et pour moi, c'est assez intéressant, c'est assez marrant que ce soit écrit avec son alphabet. Je ne sais pas d'où ça vient. Et ça résume bien une des choses intéressantes, je trouve, dans la recherche. Moi, je vais passer sur peut-être la possibilité, quand on est artiste aussi, d'apporter une sorte de dissonance cognitive aussi, en changeant le regard. Peut-être aussi pour avoir donc cet avis critique dont je parlais tout à l'heure sur ce qui se fait dans les laboratoires. Et donc, en fait, je suis partie du principe je suis partie sur la réflexion sur la molécule d'ADN que vous voyez qui est représentée ici. Vous voyez, c'est plein d'atomes, et puis vous la connaissez, c'est une double hélice. Et surtout, elle est très très longue, ça continue très longtemps vers le haut et très longtemps vers le bas, et puis ça tourne, etc. Et en fait, si on prend une autre définition de ce que peut être le plastique, eh bien, la définition du plastique, c'est une grande chaîne moléculaire. Donc c'est pareil, je n'ai montré qu'un petit bout, mais ça continue longtemps vers le haut, vers le bas. Et parce que tout simplement, le mot plastique, ça veut dire un matériau qu'on peut déformer facilement et donner une forme souhaitée en chauffant un petit peu. Et ça, c'est dû au fait qu'on a des longues chaînes polymères qui vont s'emmêler un peu comme des spaghettis. Donc en fait, si on reprend la définition du plastique, eh bien à ce moment-là, l'ADN, c'est du plastique, puisque c'est une longue chaîne. Et que voilà, c'est une longue chaîne, la définition de longue chaîne, c'est des polymères, c'est du plastique. Donc voilà, ça m'a intéressée, et je me suis dit, donc je vais traiter l'ADN comme du plastique. Alors au départ, le grand problème c'était est-ce que je vais avoir suffisamment d'ADN pour pouvoir fabriquer des objets qui sont habituellement fabriqués en plastique, les fabriquer en ADN pur. Et qu'est-ce que c'est que ce matériau ADN quand on l'a à notre échelle de taille et qu'on ne le représente pas juste sur une feuille de dessin comme une double hélice? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADN, c'est ce qui constitue les chromosomes, et que les chromosomes, c'est le principal constituant des noyaux de toutes nos cellules. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de chromosomes et donc beaucoup d'ADN, en fait, quand même, dans notre corps. Et qu'en plus, on peut l'extraire extrêmement facilement. Ça veut dire qu'on peut extraire beaucoup d'ADN, de cette matière ADN, qui n'est pas seulement donc une vue de l'esprit, mais aussi de la matière.
On peut l'extraire assez facilement, c'est ce que j'ai fait, et on peut l'extraire en gros. Et donc j'ai décidé de faire beaucoup de ces petits objets qui habituellement sont des objets en plastique, comme les petits Playmobil, les figurines pour les enfants, qui sont entre nous d'abord très sexués, des petites princesses pour les filles, des petits soldats ou des monstres, etc. pour les petits garçons, voilà, des Lego aussi, etc. Donc je me suis dit, ça, je vais les fabriquer en ADN. Voilà, donc cet ADN n'est pas seulement un matériau porteur d'informations, c'est aussi un matériau en soi, c'est de la matière. Et voilà, le résultat, ça m'a demandé un petit peu de temps de mise au point quand même pour le réaliser. Mais bon, j'ai pu extraire suffisamment d'ADN, c'est pas si compliqué finalement, pour produire des objets. Donc ça, c'est mon premier petit Playmobil. J'ai produit d'autres objets aussi ensuite après. Alors bien sûr, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que cet ADN, ça a un sens symbolique très fort, puisque c'est ce qui nous singularise. C'est nous-mêmes, on est inscrits dans cette molécule-là. Et du coup, de pouvoir faire des objets qui habituellement sont des objets en plastique avec cette matière-là m'intéressait. Et aussi pour pouvoir dire que finalement toute l'information, même dans notre monde virtuel, du numérique, etc., toute l'information de toute façon est toujours inscrite dans de la matière. Et puis nous-mêmes aussi, quand nous pensons, c'est de l'information, nous pensons grâce à la matière de notre corps, voilà, grâce à nos mains, on pense pas de manière détachée de notre corps. Nous sommes inscrits dans la matière. Et ces matières sont d'interaction. Et puis, toutes les technologies futures aussi, on peut se dire, seront peut-être, plutôt que d'être vraiment les numériques du silicium, seront peut-être des objets organiques qui permettront justement d'utiliser cette matière de l'information de manière extrêmement puissante, comme dans le vivant. Voilà. Plusieurs petits objets que j'ai produits, et puis je vais peut-être conclure. Du coup, en fait, bien sûr, vous aviez compris qu'il faut plier le papier que je vous ai distribué suivant les lignes. Alors, simplement, il fallait un petit peu chercher dans quel sens, lequel trait correspondait à la montagne, lequel trait correspondait à la vallée, et le point correspondait finalement à un point sur lequel on va pouvoir apposer le sommet du pli. Et si on fait ça, vous voyez déjà un petit peu... hop. Ouais, je vais mettre l'autre après. Déjà, si on le regarde de côté, il y a déjà un effet intéressant, c'est que de face, on ne voit toujours rien, mais si on le regarde de côté, là, on commence à voir quelque chose apparaître. Donc, vous le voyez peut-être ici déjà. Et si on aplatit bien le système, eh bien, voilà, on va pouvoir voir... alors, il faut qu'il soit bien plat. Ouais. Voilà, on voit apparaître le portrait d'Henri Michaud au sein de sa propre peinture à l'encre. Ce qui me permet de conclure peut-être sur une citation, justement, de ce même poète que j'aime beaucoup, poète, écrivain et peintre. Une phrase qu'on a beaucoup appréciée tous les trois, je vous la lis. Dans les livres, il cherche la révélation. Il les parcourt en flèche. Tout à coup, un grand bonheur, une phrase, un incident, un je ne sais quoi, il y a là quelque chose. Alors il se met à léviter vers ce quelque chose avec le plus qu'il peut de lui-même, parfois s'y accole d'un coup, comme le fer à l'aimant. Il y appelle ses autres notions. Il est là quelque temps dans les tourbillons et les serpentins et dans une clarté qui dit « c'est là ». Après quelques intervalles, toutefois, par morceaux, petit à petit, voilà qui se détache, retombe un peu, beaucoup, mais jamais si bas que là où il était précédemment. Il a gagné quelque chose, il s'est fait un peu supérieur à lui-même. On vous remercie.